Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer chez eux le couple de collectionneurs Evelyne et Jacques Deray qui sont notamment à l'initiative du projet Art Collector. Bonne écoute. Très bien, alors je commence. Jacques et Evelyne Deray, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir chez vous à l'occasion de cette émission de Sans Titre. Je vais commencer par quelques mots pour présenter un peu... pour vous présenter vous tout simplement. Donc on peut vous présenter comme des collectionneurs passionnés et engagés dont la démarche motrice est de soutenir la scène française et les jeunes artistes. Vous inscrivez votre rôle de collectionneur dans une démarche de partage. On sent une réelle volonté de créer des ponts entre les artistes, les galeries, les institutions, le monde de l'entreprise, avec le souci d'aider à placer l'artiste au centre de cet écosystème. Si vous avancez à deux dans ce rôle de collectionneur-acteur, vous avez chacun développé des points de vue, un univers et une collection bien distinctes. Vous êtes à l'initiative de la création du prix Art Collector en 2011. Ce prix soutient chaque année 2 artistes avec un temps fort qui associe galeries et collectionneurs autour d'une exposition et d'un catalogue. Il naît de la volonté de vous deux de soutenir la jeune création française et de donner plus de visibilité et d'élan. En 2019, c'est la naissance du prix Art Collector Entreprise qui récompense un artiste pour réaliser une de ses œuvres en partenariat avec une entreprise. Vous êtes également à l'initiative de la création de l'association ASAP, Association des studios d'artistes et professionnels, dans laquelle on retrouve aussi Olivier Masmonteil, il me semble, qui met en commun des ressources et un réseau de professionnels pour accompagner l'autonomisation des artistes professionnels. Voilà, en grosso modo sur votre... ce qu'on peut retenir, c'est vraiment l'acte de naissance d'Art Collector qui peut-être donne un rôle particulier à votre collection, non? Oui, c'est vrai que... Enfin, disons... Oui, c'est vrai qu'au début, on était des amateurs d'art contemporain, mais des amateurs sous le signe plutôt du loisir. Mmh. On n'avait pas de projet particulier, ni de référence particulière en matière d'art, hein, et qui fait que c'était plutôt... voilà, une façon peut-être de voyager, de découvrir d'autres aspects qu'on ne connaissait pas. Parce que pour nous quand même, c'était d'emblée un métier. Enfin, c'était un métier, un écosystème dans lequel il y a un métier, des métiers. Bon. Et puis, c'est vrai qu'il s'est avéré assez vite, mais ça nous a même pas posé de questions, nous, que nous n'avions pas les mêmes goûts. Mmh. J'ai envie de dire Dieu merci. Et que on n'aime pas les mêmes livres, les mêmes films, on n'a pas toujours les mêmes envies de voyage dans les mêmes pays, et que ça fait partie de notre compagnonnage, et que du coup, on s'est orienté vers des choix très différents. Et que on s'est considéré comme collectionneur quand il a quand même fallu compter le nombre de pièces, ne serait-ce que pour les exposer puis les entreposer. Et que là, vous êtes obligé de vous dire bon, il y en a quand même un certain nombre. Là, il faut quand même penser à d'autres systèmes que bon. Et puis après, effectivement, est venue l'idée d'être mécène à travers Art Collector. Mais la collection, elle a commencé quand? Cette appétence particulière, c'est arrivé à quel moment? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ouais. Je sais pas exactement. Enfin, on a tous les deux, probablement une pièce un peu symbolique du premier achat. Mmh. Moi, c'est une commande d'ailleurs. Oui, toi, c'est une commande. Moi, c'est pas du tout ça. Personnages de dos, des enfants de dos que je vois à Arras en passant dans la rue, et je trouve ça formidable. Et donc, je rentre et je commande un portrait de mon fils de dos. Et donc, c'est un thème que j'ai. Donc ça, mon fils, il a 40 ans. Donc voilà, ça pourrait situer pour moi. Et du coup, c'était plutôt le dessin d'ailleurs. Hein. Et j'ai gardé ça dans ma collection, on en reparlera après, qui est les personnages de dos. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'est-ce que c'était que cette mise en abîme de 3 personnages. Donc, c'est un outil. Mais c'est pas quelque chose que vous avez hérité, ce goût pour l'art? Non. Ça vient pas de ça. Il y avait ça vient pas de la famille, ça vient pas de la formation. Non, du tout. Ni du milieu dans lequel on était.
Très simple, un milieu très simple qui n'avait pas d'acquaintance aucune avec les milieux artistiques de quelque sorte que ce soit. Mais c'est quoi? C'est les centres d'art, c'est les musées, c'est les galeries. Enfin, ça commence par où? Mais peut-être comme on s'intéresse et qu'on a envie de voyager, on est allé dans une association qui s'appelait Art Process à l'époque et qui organisait des voyages en Chine, au Japon, autour du thème de la création contemporaine. Okay. Et qui avait comme projet aussi de développer des collectionneurs avisés, enfin bref, à éclairer. Et c'est comme ça que... Oui, c'est plutôt les foires quand même. C'est plutôt les foires contemporaines. C'est une autre façon de voyager aussi. Voilà. Et puis moi, c'est mon activité professionnelle. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup avec des entreprises américaines. Je suis allé beaucoup aux États-Unis. Et en fait, très vite, d'abord, j'ai vu comment les entreprises américaines s'intéressaient à l'art, intégraient l'art dans le milieu professionnel. J'ai eu la chance d'être dans une compagnie qui s'appelle Sara Lee Corporation et qui avait la plus grande collection d'impressionnistes au monde. Mm-hmm. Et donc j'allais dans les bureaux de cette compagnie et je trouvais des œuvres des impressionnistes français parce que le fondateur de cette entreprise avait acheté quand ils ont dispersé la collection, il y avait plus de 3000 pièces d'impressionnistes français qui ont été redonnés dans les musées français. Voilà. Donc évidemment, moi j'ai vu très bien comment le mécénat et se mettait en place dans les entreprises. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment les collectionneurs américains, et après en Europe, comment les collectionneurs s'investissaient pour soutenir la scène de leur pays. Ça, c'était très important et je voyais pas ça en France. Je voyais pas qu'on soutenait la scène française, alors que les Allemands soutenaient la scène allemande. Les collectionneurs, ouais. Donc voilà, tout ça a aidé à petit à petit cheminer sur un projet d'engagement. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est un travail, c'est un boulot énorme ce que vous faites avec Art Collector. Moi, j'ai quand même eu la chance de faire partie des lauréats. Oui. Du coup, il me demandait l'année, Marceau, et avec le Covid, j'étais plus capable. J'étais là, 2021. 21, je pense. Ouais. Mais l'expo était en 2022. Oui, c'était un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez élu une année et pour une expo qui vient l'année d'après. Oui, tout à fait. Donc, j'ai quand même pu voir l'investissement que c'était, à la fois dans le temps passé et l'investissement financier. Oui, c'est beaucoup de temps, en fait. C'est beaucoup de temps, beaucoup de mise en œuvre. Mais on fait le travail, on peut dire que, en fait, amateurs, collectionneurs, mécènes, et toutes les activités, on a appris toutes les activités que peut maîtriser un galeriste, ou tous ceux qui sont confrontés à la mise en place d'une exposition, c'est-à-dire que le catalogue, la communication, attaché de presse, la logistique, les assurances, les community managers maintenant, les assurances, la logistique, les régisseurs, les transports. Bon, bref, tout le montage de l'exposition. Le démontage, mais c'est plus facile, le démontage. Ouais. Et puis surtout, pour faire tout ça, il faut gérer la collection. C'est-à-dire, on peut pas se contenter d'un petit tableau Excel, ça le fait pas. On a plus de 700 pièces, alors d'une valeur, qui est peut-être inégale dans ces pièces, mais du coup, on prête aussi beaucoup, ce qui est une autre forme d'engagement, à peu près une 50aine d'œuvres par an, ce qui est aussi du travail par moment. Ouais, du suivi. Et donc on a été obligé de mettre en place un outil qui est Curator Studio, qui est l'outil des galeries pour faire des fiches de stock, des cartels, tout le travail qui correspond. Et donc c'est devenu une activité, dans laquelle on voit bien, moi qui était un peu spécialiste de l'analyse des situations de travail, c'est vrai que je pourrais vous lister toutes les activités que ça implique, qu'on a appris sur le tas, c'est pas plus hyper compliqué. Donc on a une bonne répartition des tâches. Ah oui, ça c'est... Voilà, tous les deux. Oui, parce que quand il y a eu le projet, alors donc, quand Jacques... C'est moi qui ai eu au départ, c'est moi qui ai eu le projet, j'ai fait le tour des popotes, donc de tous les gens qui étaient censés savoir. Et je leur ai dit, voilà ce que je voudrais faire, c'est-à-dire vraiment
une démarche de soutien des artistes. Ça, c'était vraiment la priorité de la scène française, pas spécialement des artistes français, mais des artistes qui sont en France, qui participent à la vie artistique sur le marché français. Voilà, c'était ça le cœur, et où les collectionneurs seraient associés, seraient partie prenante. Voilà. Donc voilà, j'ai discuté avec beaucoup de monde. Tout le monde avait son idée sur la chose, mais personne ne l'avait fait. Donc à un moment, j'ai dit c'est ça qu'on va faire. Ça c'est appelé Art Collector. Des collectionneurs invitent un artiste. Oui, c'est ça. Et puis c'était de dire le cœur, ce sera les œuvres des artistes qui seront sélectionnés, pas que nos artistes à nous. Ça c'était une bonne suggestion des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit oui, ne prenez pas que votre collection, ouvrez à d'autres possibilités, d'où ce comité qui existe depuis le début, où chaque membre du comité, nous tous les deux, mais pas seuls, apportons un projet d'artiste à sélectionner. Donc voilà, on a ouvert comme ça le champ, on a développé ce projet, et on a décidé que c'était nous qui le portions, que c'était personne d'autre, même si on a associé plein de monde, c'était le projet Art Collector, Evelyne et Jacques Deray. Voilà. Et financé par nous, oui. Pas financé par personne d'autre, même pas des sociétés dont je m'occupe. C'est vraiment notre engagement personnel. Et pas d'association, pas de fondation, ouais, c'est de l'argent personnel qu'on a investi dans ces opérations, qui sont quand même, c'est vrai, au final relativement coûteuses, et qui nous, parce que l'idée c'était que au-delà de l'acte, enfin, bon, qu'on n'investit pas dans des œuvres, certes, mais l'idée c'était qu'au-delà de l'acte d'achat, comment est-ce qu'on peut mobiliser les collectionneurs français à appuyer, soutenir les artistes qu'ils aiment. Bon, et c'est vrai qu'en France c'est pas trop l'habitude, parce que ça reste un peu, comment dirais-je, frileux, et que donc c'était l'idée que les collectionneurs accepteraient de prêter des œuvres et d'écrire dans le catalogue. Alors quand même, ce qu'il faut que tu précises, c'est que dans le projet au début, mon mari n'avait pas trop l'intention de travailler avec moi, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, et que il m'avait vu au travail. Oui, comme on n'a pas la même collection, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas le même parcours. Ouais, je me suis dit, là, ça va être très compliqué de lancer un vrai projet. Oui, mais dis donc, attends. Mais non. Donc, enfin, bon, disons que notre parcours de couple est une longue négociation. Hein. On a d'ailleurs fêté nos 50 ans de mariage il y a quelques jours. Donc, c'est une longue négociation. Et donc, du coup, pour moi, en plus, parce que mon mari me dit, mais bon, j'ai dit, mais moi, j'ai travaillé à l'international avec des tas de gens, universités, entreprises. Et moi encore plus. Et moi, je peux donc travailler avec toi. Je sais que je peux travailler avec toi. Et en fait, c'est un peu l'idée que cette opération est aussi notre dernier enfant. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qu'on a conçu, qu'on a organisé et qu'on élève ensemble. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, sur un moment, on n'a pas du tout les mêmes idées sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on oriente. Mais au moins, on est deux. Et quand on s'est mis d'accord, c'est terminé. On y va. On a du mal à nous déloger. Oui. Nous déloger, Non, mais il y a plein de gens qui ont à un moment voulu nous dire, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire ça. On a dit non, on fait pas. Alors c'est vrai que par contre, du coup, ça fait qu'on est identifié comme le couple. Le couple, et que donc on a enfin oui, c'est notre territoire, et que donc il va falloir, on est en train d'y penser d'ailleurs, à voir comment on va transmettre hein, et passer le relais à un moment donné, parce que il faut aussi faire évoluer hein, le transmettre le relais d'Art Collector ou transmettre le relais de votre collection. Ah, c'est deux choses différentes. Non, c'est vraiment deux choses. Non, c'est faire perdurer Art Collector, ça c'est très important. Après notre mort, voilà, parce que moi je pense qu'on mourra. Il y a des chances. Je sais pas si moi je le pense. mais je pense que ça a créé une valeur d'attachement de collectionneurs avec les artistes et leurs œuvres. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qu'on veut privilégier. Donc on va pas transmettre n'importe comment et à n'importe qui. Okay. Mais on va tout faire pour qu'il y ait une succession qui passera pas obligatoirement par nos enfants. Okay. Mais voilà, on y réfléchit et on va pas en parler aujourd'hui, mais ça fait partie de la volonté
de faire en sorte que ça continue à exister. Mais on s'est déjà ouvert avec le prix d'aide à la production. Oui, bien sûr. Parce que avec une entreprise qui nous soutient depuis le début. 1887. Voilà, Benoît Béguin qui est comme étant Art Collector entreprise. Hein, voilà, c'est Cornu 1887. Ça, c'était pour l'idée que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant de soutenir des artistes à travers des expositions, un catalogue sur leur parcours, c'était une bonne chose, mais qu'il y avait peut-être l'autre dimension intéressante dans la vie des artistes, c'était leur projet. La production. Ce projet et la production. Voilà. Et donc, l'idée, ce deuxième prix Art Collector, avec l'entreprise Cornu, et son propriétaire, Benoît Béguin, qui se trouve que j'ai accompagné. Je dis ça parce que ça fait partie de l'histoire. Je l'ai accompagné quand il a racheté son entreprise, l'entreprise Cornu 1887. Il l'a racheté en vendant la moitié de sa collection. Donc c'était un collectionneur, c'est un collectionneur. Pour racheter cette affaire, il a vendu des pièces de sa collection. Et puis il était dans le réseau Entreprendre. Je suis dans le réseau Entreprendre du 93 entre autres. Et je l'ai soutenu pendant 2 ans, accompagné pendant 2 ans pour développer son affaire. Et là, on a fait connaissance ensemble, bien sûr, au-delà du travail. Et il a bien vu ce qu'on faisait. Et lui, il était intéressé par l'art. Et à un moment, il nous a dit, mais moi, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Et donc, il était prêt à créer un deuxième prix. Et donc, on a inventé ce deuxième prix d'aide à la production. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait quand même, on en est au 19e là, 19 catalogues. Bon, moi j'ai une tendance au bout d'un moment, quand je ne prétends pas avoir fait le tour, mais j'avais envie aussi qu'on fasse autre chose. Et du coup, l'aide à la production était une manière intéressante de diversifier. Alors, et puis ça impliquait cette entreprise qui focalisait son soutien sur l'ensemble du projet Art Collector, mais finançait la partie production. Voilà. C'est une entreprise qui est tournée vers l'emballage, hein, justement de l'art ou de pièces judiciaires ou de boîtes noires d'avion. Enfin bref, une entreprise du patrimoine. Il emballe à peu près tout ce qu'on veut emballer. Oui, du patrimoine vivant, de l'aile d'avion, et avec des agents assermentés et qui ne fait pas peut-être autant de pub qu'on pourrait l'imaginer, parce que justement, c'est un univers un peu secret. Oui. Bon, mais qui est notre partenaire vraiment solide. Oui, et puis il est très engagé, très impliqué avec nous, donc c'est très chouette. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être parce que vous en parliez tout à l'heure au début, que vous aviez pas les mêmes goûts. Et j'aimerais bien revenir, si ça vous dérange pas, sur vos lignes éditoriales, si t'es d'accord, Marceau, sur vos lignes éditoriales individuelles, les différences qu'il peut y avoir entre vous, et peut-être commencer par toi, Evelyne. Comment ça tu vas vers quoi, toi, quand je vais toujours un peu vers les mêmes choses, d'ailleurs. Ce qui me fait dire que, dans la collection, j'en ai de cesse. J'ai 3 thèmes. Hein. J'ai ces personnages de dos, dont je parlais au début, qui a initié mes premiers choix, où je suis le 3e personnage. Il y a celui qui est de dos, ça peut être des enfants ou des adultes, c'est maintenant. Il y a l'artiste, photo, dessin, peinture. Et puis il y a moi. Donc cette mise en abîme, sur le coup, je l'aurais pas formulé comme ça, mais m'intéresse toujours. Et donc je continue à collectionner. J'en ai des personnages de dos sur des thématiques. Et la deuxième thématique, c'est le féminin, c'est les filles, des petites du bac à sable. Jusqu'au monstresse de Pat Andrea. C'est-à-dire, c'est le féminin dans tout son déploiement, en passant par tous les aspects un peu sadiques, un peu le déploiement du féminin. Et le 3e, c'est la folie. La folie, c'est-à-dire, une défenestration, des choses quelquefois un peu compliquées. À vivre, surtout pour mon mari. À un moment, j'avais une, c'était qui? Shield. Oui. J'avais un shield sous mon nez quand je me réveillais le matin. J'ai dit, écoute, celui-là, on va l'enlever parce que
c'est too much. Oui, parce qu'en fait, la folie, c'est bien, mais bon, la folie, c'est bien, mais ça permet de produire de belles choses. Absolument. De belles images. Mais effectivement, ça renvoie pas du tout à l'imaginaire et aux problématiques que recherche l'œil de mon mari. Mais moi, voilà. Donc ça, c'est les trois thèmes auxquels je me tiens un peu en permanence. Je vois, j'ai fait 2 achats là. Bon, c'est encore un peu une réplique, mais j'essaie de temps en temps de faire ce que j'appelle des pas de côté, qui ont donné des artistes comme Ben Chama, d'aller vers. Mais Ben Chama, maintenant, je cherche les œuvres historiques qui sont très figuratives, parce qu'en fait, c'est éminemment figuratif, hein, avec toutes sortes de supports. Et du coup, voilà. Et du coup, je reviens je marche dans mes propres brisées. Mais alors pour moi, la collection, c'est un kaléidoscope, c'est un autoportrait. Bon, je sais que c'est un peu banal de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment vrai. C'est un autoportrait kaléidoscopique, c'est-à-dire je ne cherche pas, c'est pas un puzzle où je chercherais à combler et à mettre des. Non, c'est un kaléidoscope qui a sa vocation à rester découpé. Dans lequel je peux, lorsque je vois une œuvre, une forme, une image, me projeter, parce que ça me parle à moi, quelque part ça pourrait même être pour moi, et que je peux du coup la réintrojecter, me la réapproprier à ma façon. Pour moi, c'est pas genré. D'ailleurs, je ne souhaite pas connaître a priori immédiatement l'artiste. Je dis laissez-moi ma lune de miel aux galeries et après peut-être découvrir l'artiste. Donc c'est quelque chose que je me réapproprie et qui n'en finit pas de reconstituer en quelque chose que je connais, que je sais, ou qui me permet d'approfondir ou de voir autrement, et qui est toujours un grand plaisir, parce que c'est un plaisir de voir que quelqu'un parle de quelque chose que je connais très bien, bien. Voilà. D'ailleurs, vous gardez toujours cette distance aussi avec les artistes. Nous, on se tutoie pas vraiment. Non, je ne tutoie aucun artiste. Et c'est pas le cas avec Jacques, où on se tutoie, où il y a plus. Ah ben oui. Et cette distance, c'est important pour toi, pour vous, parce que il y a. C'est quoi? C'est le rapport. D'abord, je garde une distance parce que je ne sais pas si l'artiste, dans ce qu'il est, on peut faire une vraie rencontre. Okay. Et je protège toujours l'œuvre. Si je sens qu'il y a quelque chose, je protège l'œuvre, parce que vous savez, quand vous faites des expositions, vous êtes avec les artistes, que vous les voyez, bon, quelquefois, c'est pas toujours simple, hein, ça peut être un peu tendu, ça peut être un peu. Moi, je protège l'œuvre. Que j'ai aimé, que j'ai choisi, ou les œuvres, parce que pour certains j'en ai plusieurs, et cette distance mais nécessaire. Il y a peut-être un ou deux quand même sur la totalité avec qui j'ai plus de relations, mais je suis dans une posture toujours un peu distante. Ça, c'est parce que c'est comment dirais-je, une habitude de thérapeute, hein. Je fais très attention à ce qui peut être déposé quand on est dans une relation plus proche ou plus intime, à ce qui peut être déposé et qui à un moment donné peut faire rupture dans la relation si la personne a changé, évolué, que vous êtes toujours dépositaire de quelque chose, d'un secret ou de choses. Et puis c'est une posture qui me convient mieux parce qu'elle me permet de circuler à un niveau qui me va. Je sais pas si c'est clair. Ça répond très très bien, ouais, à la question. Et peut-être on peut parler de toi, Jacques. Là encore, on est différents. Moi, évidemment, j'ai une proximité avec les œuvres et je vais en parler de ce qui m'a amené à ce que vous voyez ici, principalement dans cet espace-là. C'est plutôt mes œuvres et c'est moins celle d'Evelyne. Mais en fait, moi, je m'intéresse à l'art contemporain et donc l'art contemporain, c'est des artistes vivants. J'aurais pu m'intéresser à l'art du 15e siècle ou de la Renaissance. C'est pas que ça m'intéresse pas, hein. Ça m'arrive d'aller dans les musées et de voir des choses tout à fait passionnantes de ces périodes. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'art d'aujourd'hui. L'art d'aujourd'hui fait, travaillé, conçu par des artistes vivants. Donc, évidemment, moi, à un moment, au contraire, j'ai envie d'avoir
le contact, la discussion, la relation, pas tout de suite immédiatement, c'est pas toujours. D'abord parce que je suis lent. Evelyne achète très vite, moi j'achète très lentement, donc je suis lent. Donc je peux être lent aussi dans ma manière de rentrer en contact avec les artistes, ou au contraire d'avoir des coups de cœur avec les artistes, avec leurs œuvres et avec eux. Bon, voilà, donc moi j'ai plutôt besoin des deux choses. L'œuvre est très importante, évidemment, mais l'artiste qui l'a pensé, conçu, travaillé, pour moi c'est aussi important. Voilà. Donc ça compte dans mon parcours, ça. Donc je vais voir les artistes, je vais dans leurs ateliers, je les rencontre, je discute, je les vois, je les soutiens, je les aide, je les accompagne. Voilà, ça fait partie de mon envie d'être collectionneur. Je m'en fiche un peu d'avoir X œuvres de telle valeur, c'est pas trop ça qui compte pour moi, c'est comment je les ai rencontrés, comment je les ai finalement choisis et achetés, et comment j'ai envie de les soutenir. Voilà. Alors, sur le fond, moi, j'ai rien de figuratif. Je sais pas, ça doit être par les artistes que j'ai le figuratif, moi. Parce qu'ils existent, on peut les toucher, on peut parler, on peut causer avec eux, voilà, ils existent. Mais dans les œuvres, il n'y a rien de figuratif. Là, vous avez pratiquement des pièces assez importantes de ma collection. En fait, tout est parti, moi, du métier. J'ai fait un métier de gestion d'entreprise, alors que j'aurais voulu probablement être architecte. J'ai toujours eu cette idée que les architectes étaient des vrais inventeurs dans l'espace, dans le paysage, et donc je me suis beaucoup intéressé à l'architecture. Et donc évidemment, quand vous regardez un peu mes œuvres, très vite on comprend qu'il y a une idée de construction, une idée dans l'espace, et ça compte beaucoup pour moi, que ce soit des artistes anciens ou nouveaux. J'essaie de voir comment on continue ce parcours de l'abstraction, mais c'est pas de l'abstraction pure et dure à la François Morlet, par exemple, mais c'est aussi de l'abstraction dans le paysage. Le paysage est très important dans mes choix. On le voit là sur un certain nombre d'œuvres. C'est pas non plus toujours du noir et blanc. On me dit t'es très noir et blanc. C'est pas si vrai que ça. Oui, un peu, mais je peux aimer la couleur. Là, on a une très belle pièce de Laure Tiberghien derrière. On a une vidéo de Santiago Torres. On en a une autre là. Couleur et lumière, ça fait partie pour moi de l'architecture. Les vrais architectes, c'est ceux qui ont été capables de concevoir de la construction dans des espaces où la lumière et la couleur pouvaient être en place. Alors il y a après les formes, évidemment, et donc les formes m'intéressent beaucoup. Mais voilà, fait, donc mais t'es comme moi finalement, tu vas toujours vers les mêmes. Ah mais oui, je continue à aller vers des univers. Les derniers là. Voilà, mes derniers choix de Sandra Matamoros, il y a du paysage, mais il y a un cube. C'est pas sans raison. Voilà, donc en fait tout ça est venu là à nouveau des États-Unis. C'est-à-dire que moi les architectes qui m'ont intéressé, c'est les architectes américains et les architectes japonais. Voilà, donc en fait mes tout premiers, en dehors de la première pièce de peinture que j'ai achetée, qui est, je sais plus comment il s'appelait ce peintre, mais c'était Signy. Oui. Ouais, tu te souviens de ça? En fait, c'est Julien, mon fils, qui l'a. Oui. Cette pièce. Oui, mais donc c'est une pièce surréaliste un peu. Capitaine Nemo, oui, dans un espèce de navire qui flottait dans un espace incroyable, petite pièce de peinture dans lequel il y avait de l'abstraction, du paysage, des formes. Voilà. Et donc du coup, je suis toujours dans ces références-là. Et ça m'intéresse de voir, surtout les artistes d'aujourd'hui, comment ils repensent ça, comment ils revoient cet univers de construction. Voilà, c'est ça. Et donc, je peux continuer à collectionner longtemps parce que je sais qu'il y en a plein qui travaillent sur ces thèmes-là. Donc voilà, c'est le début de l'histoire et qui se construit. Alors, t'as raison, je radote aussi un peu.
Je radote pas avec les mêmes figures que toi, mais je radote aussi parce que je cherche, je suis en espèce de quête de voir comment cette génération d'artistes contemporains repense l'histoire de l'art à travers ces sujets de la construction. Voilà. Mais du coup, moi, c'est vrai que je m'intéresse aussi aux nouvelles formes de création, et en particulier à la création numérique. Enfin, plus directement l'image ou les images ou animées, et comme une manière justement de continuer, cependant, même si c'est pas ce que je collectionne directement, continuer à voir où se jouent, où se créent les nouvelles façons et les nouvelles formes d'appréhension et de monstration du réel ou du virtuel. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi développé ma collaboration, enfin c'est pas une collaboration, mais en tout cas mon compagnonnage avec le Centre Wallonie-Bruxelles et Stéphanie Pécourt, qui présentent des choses beaucoup plus tournées vers tout ce qui est numérique, installation, voilà. Centre Wallonie-Bruxelles qui vous accompagne aussi sur Art Collector. Oui, enfin au sens où elle fait partie la directrice fait partie du jury, et où moi j'étais marraine d'une exposition à Flamenco, mais on est plus dans un compagnonnage et qui moi m'intéresse parce qu'il me fait faire un pas de côté, deux pas de côté, qui m'oblige à aller vers quelque chose que peut-être j'aurais pas choisi toute seule. Et puis où je pense que voilà, ils créent maintenant de cette manière-là, les artistes, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à montrer, à inventer. Donc moi, je suis, comme je dis souvent, je suis plus intéressée par ce qui est à advenir que par ce qui est advenu. Même si dans la collection, je reste un petit peu... Oui, c'est pour ça, je complète ce que tu dis, on n'est pas figé sur des médiums. Vous voyez, on a de la photo, on a de la photo d'avant-garde, on a du dessin. J'ai acheté même un mapping qui est de l'autre côté. Voilà, dans mon bureau, il y a un mapping vidéo, là, très, 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 très chouette. Donc, qui est quand c'est même, pas fini, quoi. L'art contemporain et les artistes français et les autres, parce que dans notre collection, on n'a pas que des artistes français. On défend cette scène avec le programme de mécénat dont on a parlé. Mais c'est vrai que cette scène, elle continue, quoi. Et c'est vrai, un Santiago Torres, un Miguel Chevalier, comment elle s'appelle? Campolez. Santiago Campolez. Voilà, que j'ai dans mon bureau, qui est un mapping vidéo. Qui est mon achat, quand même. Qui est ton achat, mais qui est dans mon bureau. Voilà, il y a de temps en temps comme ça, des interférences. Tout à l'heure, Jacques disait qu'il était un petit peu plus lent. Et moi, je connais déjà l'histoire, donc c'est pour les autres, là, mais j'aimerais bien que, Evelyne, vous racontiez un petit peu ce qui se passe quand Jacques est trop lent et qu'il achète pas. Oui. Alors, c'est vrai que moi, je scanne, je me promène, quand on est tous les deux dans un salon ou dans une foire ou qu'on visite des galeries, moi, je scanne. Il y a ceux qui rentrent, et qui d'emblée me saisit, et je peux acheter dans la minute. Je discute même pas avec mon mari. Bon, j'achète dans la minute. D'ailleurs, j'achète et puis je vais chercher 2, 3, 6 mois après seulement pour avoir le temps d'imaginer où je vais mettre. Et je vois Jacques qui lui va regarder, discuter. Et je sais qu'il va l'acheter. Mais ça me trouble qu'ils reviennent 2 heures plus tard et que l'œuvre ne soit plus là. Alors, ce que je fais, quand je suis sûre quand même, parce que sinon, ça finirait par me coûter cher, j'achète, il revient, et je dis surtout, non, vous ne dites pas. J'achète, et quand il revient, l'œuvre n'est plus là. Ah ben zut, alors là, tiens, pour celle-là, Imloul. Là, cette deuxième pièce-là. Là, c'était un politique à Marseille. Et alors donc il est allé voir la galerie. Donc moi, je voulais connaître l'artiste, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle faisait de ce travail photographique un peu abstrait. Donc j'ai fini par la rencontrer, j'ai fini par aller voir une autre exposition où j'ai pas vu la même pièce qui m'intéressait, et cette pièce-là, elle avait disparu. Mais je l'ai récupérée en cadeau. Cadeau à Noël. Alors maintenant, ce que j'ai décidé, c'est que si je fais ça, donc je l'ai fait plusieurs fois, mais si je fais ça maintenant, je pense que je lui revendrai avec 10 ou 20%. Bon, ça c'est vrai que c'est le Non, mais on côté connaît aussi, très bien, je pense qu'il y a que nous deux qui connaissons parfaitement bien
ce qui nous touche. Il est le seul Et souvent. moi, je peux savoir. Et l'autre jeu, je sais pas si tu le connais, celui-là. Ouais. L'autre jeu, c'est, tu vas trouver ce que j'ai acheté. Et si tu trouves pas, tu Et te si payes. tu ne trouves pas, tu payes. Donc, le dernier, comme ça, Paris Photo, elle achète une photo et elle me dit, j'ai acheté une photo. Oui, Paris Photo. À Paris Photo, tu vois. Ouais, je bien. sais rien de ce qu'elle a acheté. Je fais Paris Photo à mon rythme et finalement, je trouve la pièce qu'elle a achetée et donc je l'ai payée. Oui, ben oui, c'est ça la règle. C'était 3 enfants de dos d'un artiste. Mais je connaissais ni l'artiste ni la galerie. Chez Agnès B. Enfin, oui, voilà, donc c'est très drôle. Moi, je ne vais pas obligatoirement vers des artistes connus. Hein. D'ailleurs, on ne vend pas. C'est pas du tout pour spéculer. C'est des choses, comme j'ai dit, que je peux me réapproprier, réintrojecter. Donc, je vais vers des œuvres, voilà, qui me parlent, qui ont été faites pour moi, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point. C'est ce que et du coup, c'est pas obligatoirement facile. Et encore ça, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, même plus que ça. Alors que là, maintenant, tu te tromperais pas. Tu saurais, tu passerais moins de temps à chercher, je veux dire. Oui, je passerais moins de temps. Qu'est-ce que vous pensez de votre place là-dedans? C'est-à-dire sur le système des galeristes, des commissaires, des artistes, vous aussi le rôle qu'on vous donne, c'est-à-dire peut-être la pression parfois que vous pouvez sentir sur certaines expositions pour que la vente se fasse. Comment vous vous situez vis-à-vis de tout ça? J'imagine que vous n'avez pas du tout la même opinion. On en a quand même des points. Oui, je pense qu'on en matière d'analyse du système et de l'écosystème, on a quand même là pour le coup des références ou sociologiques ou expérientielles communes. Écoutez, comment dirais-je cela? Parce que je n'ai pas que des aspects, il n'y a pas que des points positifs pour moi. Ouais. Parce que en fait, je pensais, ayant fait le milieu de l'entreprise, de la psychanalyse, du bénévolat, de l'université, puisque j'étais à l'université Paris-Dauphine. Bon, je pensais, j'intégrais pas, mais arriver ou en tout cas voir un milieu peut-être plus ouvert sur le partage, plus ouvert sur la transmission, plus ouvert sur des aspects, de mise en commun. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un milieu assez compétitif, dans des rivalités, dans un entre-soi certain. Et alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, moi, j'ai beaucoup travaillé ce qui était l'intégration de nouveaux venus dans des métiers. Ou dans des sphères professionnelles. Et que là, je trouvais que l'intégration des artistes dans l'écosystème était de l'ordre de la survie, pour faire vite. Mais il y a d'autres métiers comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le métier de la formation, et avant qu'il y ait des diplômes, c'était le métier de la survie aussi. Et donc, du coup, c'est-à-dire ceux qui arrivent à jouer plusieurs cartes qui ne sont pas toujours aisées, et qui sont pas données d'ailleurs à tout le monde, parce que ça fait jouer sur des registres très différents de compétences, de techniques. Voilà. Donc, avec les artistes, ça se passe bien que on s'est aperçu à l'occasion de l'aide à la production qu'on entrait dans des systèmes de planning, de budget et de choses sur lesquelles nous on navigue complètement à l'aise, mais qui sont pas si simples à suivre. Avec les commissaires en général, on n'a pas eu de soucis, au contraire, de l'appui. Philippe Piguet, par exemple, nous a toujours soutenu un certain nombre. Avec les galeries, alors c'est vrai qu'avec les galeries, on a commencé à travailler avec les galeries au début parce que les artistes ne connaissent pas le nom de leurs collectionneurs. Et que pour pouvoir avoir accès à des collectionneurs et pouvoir faire que les collectionneurs prêtent des œuvres, écrivent des textes, au début, enfin à l'origine, il fallait passer par la galerie. Maintenant c'est moins vrai, parce qu'on peut très bien trouver le nom de l'artiste sans passer par les collectionneurs, tu veux dire. Oui, on peut trouver le nom d'artiste, le nom des collectionneurs, je veux dire. Oui. Et que du coup,
les galeries, on est en complémentarité avec elles, hein, puisqu'on voilà, on va positionner, donner un an plus de visibilité à l'artiste qu'ils ont, à un moment donné où il y a 4 ou 5 ou 10 collectionneurs. Donc c'est voilà, on pourrait être en alliance. Alors on l'est, mais pas toujours, c'est pas toujours si simple, hein, c'est plutôt là où... Alors après, avec les institutions, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé avec les institutions, les institutions françaises nous ont dit, écoutez, si vous avez de l'argent à mettre dans nous on sait faire. Contemporain, nous on sait faire. Alors on a dit, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est devenu très très prudent. Et si moi je suis effectivement en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles, c'est que c'est éminemment belge et que ce n'est pas du tout la même. Peut-être la même façon de voir le côté plus pragmatique, simple, voilà, pas trop compliqué. Et donc on n'a pas trop de lien avec les institutions du Jacques. Non, on a mis 4 ans à obtenir le patronage du ministère de la Culture pour Art Collector. Alors qu'on leur demandait rien, simplement qu'ils regardent ce qu'on allait faire pour défendre la scène française, et que s'ils estimaient que ça pouvait être bien, pas pour nous, mais pour les artistes à nouveau, que le programme Art Collector soit cautionné par au moins une représentation française qui soit... Bon, ça a pris 4 ans. Bon. Aujourd'hui, on a toujours ce patronage du ministère de la Culture. Je pense, c'est bien utile. Et sur l'écosystème, qu'est-ce que tu dirais Moi, sur l'écosystème, il est très dur, cet écosystème. Et il ne fait aucun cadeau à personne. Et surtout pas aux artistes. Et ça, je trouve que, alors on n'est pas dans le marché américain, hein. Moi, je connais le marché américain. C'est très dur, mais c'est comme ça. Pour tout le monde. En France, on a soi-disant des institutions qui sont là pour aider, qui font pas, à mon avis, le pas qu'il faut suffisamment pour aider les artistes. Voilà. C'est un univers extrêmement dur, compétitif, difficile pour les artistes, et on sait très bien que les artistes, ils vivent mal. Voilà. Ah oui. Donc nous, on a un rôle au moins de bienveillance, de soutien et de valorisation de leur travail. Et donc je me dis, s'il y avait 10 art collectors en France, ça serait mieux pour les artistes. Voilà. Parce que... Mais non, moi l'écosystème, les galeries sont sympas, mais en fait on est des acheteurs pour les galeries, hein. Oui. D'abord. Donc ils nous voient arriver, la seule chose qui les intéresse, c'est quand même qu'on va acheter. Ouais. Bon, alors après, avec les galeries et notre programme, on a eu des collaborations intéressantes. Oui. Mais il faut vraiment les solliciter, quoi, parce que ils ont très peur qu'on vienne marcher sur leur plate-bande. Ils sont pas très collaboratifs. C'est comme si on leur enlevait quelque chose. Voilà. Ouais, on a bien senti qu'au lieu d'être en complémentarité, enfin pas toutes, hein, en complémentarité haute, c'est comme si finalement on allait chercher le bébé déjà élevé pour en profiter nous. Ouais. Alors qu'en fait. Non, c'est un univers pas très facile pour les collaborations. Oui, parce que sur le art collector, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous prenez, s'il y a une vente lors de l'exposition, l'idée c'est que l'artiste ait 50 ou 60%. Que la galerie accepte de c'est mon expérience de négociation avec les galeries, c'est de leur dire, bon, attendez, Art Collector, c'est un artiste qui est dans votre galerie, vous avez un contrat, nous, c'est votre affaire, mais dans l'opération qui va être faite, on vous demande rien. Vous, galerie, oui. Sauf de assurance peut-être. Peut-être l'assurance de temps en temps. Clou à clou. Mais bon, finalement, vous n'allez rien financer. Donc, c'est vous qui allez finalement facturer les ventes. Oui. Et donc, ma première demande, c'est est-ce que vous êtes prêt pour cette opération-là à donner un peu plus à l'artiste que les 50% habituels? Bon, là, je sais pas si je livre non, je vais rien dire. Alors, c'est pas vrai de toutes les galeries. Il y a des galeries qui disent ouais, d'accord, on va jouer dans ce sens-là. Et puis il y en a d'autres qui disent non, mais si on commence à faire ça, vous plaisantez, la prochaine fois, ça va être quoi? Bon, donc voilà. Ça, c'est des petits exemples de conflictualité
Et puis, qui sont pourtant pour notre, je pense qu'on a au moins une ligne de conduite qui est claire, c'est que tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt des artistes d'abord. Tout le reste doit suivre. Comme le choix, par exemple, des œuvres. Alors oui, sachant que on nous reproche justement quand il y a une exposition d'artistes de chercher à vendre des œuvres, hein, parce que c'est-à-dire qu'en fait les œuvres qui sont là, bien sûr, elles sont prêtées par l'artiste ou la galerie, mais on dit vous devriez, puisque vous êtes mécène, vous n'avez pas à vous intéresser aux ventes. Ben si, quand même, parce que moi la question que je pose toujours aux artistes avec la distance dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous en vivez? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que vous en vivez ou qu'est-ce que vous êtes encore obligé de faire comme travail d'enseignement, certes, mais aussi il y en a qui font des travaux en tout genre, hein, au plan alimentaire. Donc il y a toujours un peu ce côté, mais or c'est Jacques qui s'y colle parce qu'il est très bon pour ça, mais ça nous semble normal puisqu'elles sont là. Si on peut compléter là aussi le fait que ce soit vendu, c'est parfait. Absolument. Mais bon, voilà. Donc il y a plein de bonnes choses, mais c'est un milieu dont il faut bien connaître les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Voilà. Il faut faire avec. Bon. Voilà. Et c'est vrai qu'on nous a souvent dit, mais vous vous intéressez aux jeunes artistes, c'est très bien. Parce que c'était aussi, moi j'ai toujours été justement dans l'aide et l'accompagnement à l'intégration dans un corpus ou dans un corps de métier. Et d'ailleurs, même si je garde la distance, je fais de l'accompagnement. Hein. Vous pouvez m'interroger sur les fiches de prêt, vous pouvez m'interroger surtout au plan juridique, que j'ai été obligée là aussi de me former, ne serait-ce que pour aider et former les artistes en disant mais attendez, combien de sont partis, c'était le but d'ASAP, hein. C'était l'idée d'ASAP, mais bien avant, dès qu'on a commencé. Moi j'étais un peu atterrée, mais vous avez laissé partir 5 œuvres depuis un an, mais elles sont où, comment, quoi? Et donc j'ai été amenée à, et cet accompagnement, c'est plus pour le coup un accompagnement sur le parcours. Avec un engagement féministe aussi. Ah ben oui, un engagement féministe. Hein. Les femmes ont fait encore plus attention au fait qu'elles soient bien traitées. Et puis oui, je vous ai peut-être raconté effectivement des artistes que je suivais, que j'ai vu disparaître parce qu'elles ont eu 1 ou 2 enfants et à qui j'envoie des vœux tous les premiers de l'an en disant quand vous verrai-je à nouveau. Parce que justement, c'est là où on peut regarder, si on veut bien regarder, ce qui se passe à ce moment-là. Alors, il y en a quelques-unes, oui, qui ont 2 ou 3 enfants et qui continuent. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est vrai aussi dans tous les corps d'exercice professionnel. Hein, il faut vouloir. Mais voilà, ça, c'est le côté un peu féministe. Mais l'accompagnement, oui, ça, parce que je trouvais que justement, dans l'intégration, tout ça, c'était des... Moi, je fais beaucoup de rapprochements entre les artistes et les jeunes entrepreneurs. Parce que je suis dans le réseau Entreprendre et que on sélectionne des projets d'entreprise plus ou moins importantes ou de reprise d'entreprise, et on a mis en place vraiment un système avec des chefs d'entreprise qui accompagnent des jeunes entrepreneurs et qui vont les accompagner pendant au moins 2 ans jusqu'à ce qu'ils puissent considérer que leur entreprise tient, quoi. Voilà. Donc, je m'interroge beaucoup sur ce qu'on fait là depuis très longtemps. Hein, le réseau Entreprendre existe depuis longtemps, et c'est probablement une des raisons qui fait que les entreprises qui sont lauréats du réseau Entreprendre réussissent. C'est qu'elles sont très bien accompagnées sur la durée, sans se mêler. Alors, si je fais le rapprochement, on se mêle pas de l'activité de l'entreprise, mais de la manière de la diriger. Ça, c'est très important. De la même manière que, évidemment, dans l'accompagnement avec les artistes, notre objet, c'est pas de nous intéresser au contenu de la création. Ça reste du domaine intégral de l'artiste. Mais de comment l'aider dans son parcours, ça, je pense que il y a beaucoup à faire. Et donc, ça fait partie des projets que moi, je suis en train sur lesquels je travaille, pour que vraiment, avec tout ce qui existe sur le marché français, de sociétés, de fondations, d'associations, travaillent sur cette idée importante
que l'artiste qui a fait de bonnes études, on a des bonnes études, on a des bonnes écoles d'art, hein, c'est pas la question, mais ils sont abandonnés après. Ils sont pas préparés à ce marché et ils sont un peu abandonnés. L'idée de mentorat de carrière. Oui, l'idée que les collectionneurs, et ça c'est vrai, c'est aussi vrai dans d'autres pays, les collectionneurs sont des vrais compagnons des artistes dans la société, quoi. Voilà, tout simplement. Citoyens, collectionneurs, accompagnateurs. L'accompagnement de carrière. D'une carrière dans un domaine qui est vital. S'il y a plus d'artistes et pas d'art, on est mort. Et nous, on a un rôle intéressant intéressant, en tout cas, possiblement intéressant à jouer. On a fait du speed dating à Saint-Briac avec des artistes. Ouais. Bon, et c'est vrai que le regard que nous, collectionneurs portons n'est pas le même qu'une galerie qui va regarder d'autres choses, et que j'ai eu des retours sur ce regard-là peut être pour eux une ouverture, ou en tout cas un intérêt, un encouragement, mais quelque chose qui leur permet aussi de sortir de l'entre-soi ou de la solitude dans laquelle les artistes sont, ou alors d'avoir des points de vue différents de ce qu'ils ont l'habitude de rechercher. Et voilà, c'est là où il y a sans doute, je pense, quelque chose à peut-être à trouver, sachant que Et puis il y a les artistes eux-mêmes. Moi, je leur dis souvent, il le sait Thibault là, ils sont trop individualistes. Alors, il faut être individualiste pour son travail d'artiste. Mais pour le reste, le collectif, c'est quand même pas inintéressant. Ils devraient cultiver un peu plus le collectif. Ce serait leur force. Le collectif d'entraide, le collectif de collaboration. La mise en commun de ressources. Mise en commun de ressources. Il y a eu ça dans l'histoire de l'art, quand il y a quand même eu des grands moments d'association. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que c'est le marché qui, malheureusement, a fait que c'est devenu très dur, très individuel, très compétitif, alors que l'art, c'est quand même quelque chose qui peut être partagé, qui peut être soutenu, et évidemment, il se porterait mieux si tout ça était un peu plus facile, un peu mieux orchestré pour eux, parce que voilà, ils pourraient se consacrer à la partie essentielle qui est la création. Et c'est vrai, voilà. Et c'est vrai que nous, dans l'esprit, mais c'était là dès le début d'Art Collector, c'est pas un coup. Voilà, on a un jury, on a un lauréat, on fait une expo, puis après, non, vous êtes témoin, dès que vous bougez un cil, dès qu'il se passe quelque chose, on essaie dans la mesure du possible d'être là, d'être présent, de soutenir de manière continue, pas seulement par des achats, mais par une présence, et c'est là où il y a une relation. Alors, Jacques a dit, lui, elle est plus proche, moi, elle existe, elle est continue par contre, c'est pas du hiatus, elle est continue, et c'est vrai que je peux être appelée sur des problèmes des problèmes de parcours, de carrière, ou des problèmes plus juridiques. Quand il y a parce que là-dessus, moi, je suis très je peux être mordante quand il s'agit d'aller retrouver ce qui s'est mal passé, pas payé, voilà, parce que je trouve que là, c'est pas normal. Il y a un truc en moi qui se lève, c'est pas normal. Et donc, du coup, je peux combattre. Voilà. Est-ce que, le conducteur, on l'oublie, mais est-ce qu'il y a des choses des questions qu'on n'a pas posées, il y a que ça, Non, je pense à rien qui n'ait pas été évoqué. Tout a été évoqué, mais peut-être est-ce qu'il y a des pièces dans votre collection, tous les deux, où après coup vous êtes beaucoup moins enthousiaste face aux pièces. Alors je vous demande pas des noms, bien sûr. Mais vous pouvez dire des noms si vous voulez. Si vous voulez dire du mal de quelqu'un, globalement, nous on cherche le buzz à tout prix. Non. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que je me suis dit un jour je ferai un billet d'humeur.
Ouais. Hein, quand je serai un peu plus en distance de tout cela, sur justement l'écosystème. Ouais. Mais bon, mais disons que là pour l'instant, voilà, tous les milieux moi dans lesquels j'ai eu à traverser, on peut faire des billets d'humeur. Hein, c'est des écosystèmes qui ont des avantages et des inconvénients. Bon, mais non, disons que là, il n'y a pas plus de choses. Et la question, c'était pour certains artistes, certaines pièces. Ah oui, non. Alors non, moi, non. Vous n'avez jamais revendu On n'a jamais vendu une seule pièce. J'ai juste fait jusqu'à présent un échange avec Karine Rougier. Okay. Parce que c'était une Madone à l'enfant et c'était elle avec sa fille. Et je savais chaque fois que je pouvais la voir, elle me l'a demandé en prêt, ou à chaque fois que elle m'en parlait, j'ai compris que c'était un grand regret. Et comme j'en ai plus d'une dizaine, ou je ne sais combien d'elles, je lui ai dit un jour, bon, on fait un échange. D'accord. Et donc, on a fait un échange. C'est bien. Mais c'était plutôt, c'est très drôle d'ailleurs, parce que j'étais complètement d'accord, j'étais déterminée. Quand je la lui ai donnée, et maintenant que je lui ai donnée, elle te manque. Je ne le regrette pas, mais elle me manque. Ouais, je comprends. Elle me manque. Et c'est drôle d'ailleurs, c'est dessaisir d'une œuvre. Même à mes enfants, j'en ai prêté à mon fils, je lui fais une fiche de prêt. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je ne sais pas vraiment m'en séparer parce que j'en ai pas envie et puis que non, c'est un choix et qu'elle fait partie. Je pense que, vous voyez, elles sont dans notre intérieur, mais je pense que c'est bien au-delà. D'ailleurs, une œuvre d'art, elle vit aussi à l'intérieur, hein, et même quelquefois, je les vois plus. Parce que j'ai eu des zones d'air, je ne les vois plus exactement parce que j'ai eu des zones d'air que j'ai prêtées à Chambord, je les retrouvais pas. C'était sur des grands, il avait fait des grands murs dessinés. Oh, je dis mais vous les avez pas pris finalement mes deux zones d'air. Mais il m'a dit et effectivement le fait qu'elles étaient ailleurs. Ouais. Et ça me fait ça d'ailleurs quand j'en prête, je cherche. Parce que, et là, je peux les montrer, hein, alors que chez moi, enfin, ici, c'est plus, j'y tiens pas, mais extérioriser, décontextualiser, ça n'est pas la même chose, parce que ça fait pas autant masse, quoique si, remarque, j'en ai montré déjà une dizaine, une quinzaine, ça fait quand même, un peu masse, mais non. Non, on n'a pas vendu, et alors moi, j'ai une autre explication de tout ça. C'est qu'en fait, alors si je juge pièce par pièce de ma collection, c'est vrai qu'il y a des pièces que j'estime qui ont plus d'importance et plus de valeur que d'autres. Sauf que cette collection, elle existe parce qu'il y a eu toutes ces pièces. Ouais, raison. Et que c'est en fait la collection. Pourquoi on dit collection? Parce que on a fini nous-mêmes par construire quelque chose avec les œuvres. Je pense que si je devais écrire une histoire sur ma collection, on peut écrire une histoire, mais chaque pièce compte du coup. Et si j'en enlève une, je fais plus la même histoire. Passerelle vers l'œuvre suivante. Oui, voilà. Et donc ça, je pense que le côté collectionneur qui accumule des choses, c'est pas tant que ça. C'est le côté collectionneur qui construit quelque chose avec ses pièces. Okay. Qui construit une vraie histoire. C'est comme une métaphore filée, vous savez. Moi, il y a peut-être des œuvres, du côté de la construction, il y a peut-être des œuvres que j'aurais pas achetées comme ça d'emblée aussi rapidement que ce que j'ai dit au début. Mais elles se parlent entre elles. C'est-à-dire qu'elles se parlent quelque part. C'est comme une métaphore filée et que je peux voir et qui me réjouit. Parce qu'il faut que ça parle, faut qu'il y ait, ça parle à mon esprit, moi. Faut qu'il y ait de l'intelligence dans le, dans le truc, dans l'œuvre, que ça parle aussi au plan émotionnel et que physiquement, il y ait quelque chose. Donc, je trouve pas toujours les trois, hein. Selmani, Massinissa Selmani, par exemple, j'aime beaucoup ses dessins parce que d'emblée, c'est de l'humour, de l'ironie et que c'est quand même très pointu de ce côté-là.
Mais vous voyez, donc du coup, après les choix peuvent, c'est comme un registre, c'est comme des registres où finalement ça va peut-être être plutôt l'un, ça va peut-être être plutôt au plan émotionnel, mais que quelque part elles se parlent, ou elles se complètent elles-mêmes. Oui, et elles font partie de notre vie. Aussi. C'est-à-dire que c'est là où je pense que l'art, c'est quelque chose de très important, c'est que ça nous a construit d'une certaine manière aussi. On peut remercier les artistes et les œuvres. Ah oui. Ça nous a ouvert, ça nous a amené. Aujourd'hui, on peut dire qu'on s'y connaît un peu en art, mais grâce à ça. On n'a pas une formation artistique, mais on s'est beaucoup documenté, beaucoup lu, beaucoup vu des choses, échangé. Donc je pense que l'art nous a complètement enrichi intellectuellement et émotionnellement. C'est-à-dire que moi je suis une grande... Et donc voilà, toutes les pièces, moi je les ai dans ma tête, quoi, elles comptent. Moi je suis une grande lectrice, hein, je lis beaucoup, enfin j'ai beaucoup lu, je lis beaucoup, mais l'œuvre d'art, c'est justement cette communication exceptionnelle sans les mots, d'emblée, immédiate, et qui vous dit quelque chose, et qui vous ouvre. Alors moi, ça m'ouvre sur une façon de présenter quelque chose que je connais, mais c'est ça qui est aussi magique, hein, c'est-à-dire vous voyez par exemple cette photo là, qui est une photo recomposée, qui c'est pas un corps, mais c'est côté un peu comme ça. Voilà, moi. Ça me plaît, ça me parle et ça dit quelque chose d'un rapport au corps, bon, ou à l'imagination, la créativité. Bon, donc ça c'est, on peut mettre des mots après, hein, mais on en a pas, enfin j'en ai pas besoin. Alors que par ailleurs j'ai besoin des mots. Je suis quelqu'un de mots, mais voilà. Donc vous avez jamais revendu, vous avez échangé une fois, mais est-ce qu'il y a, dites la vérité, il n'y a pas une pièce cassée? Comme ça, derrière un canapé, vous avez pas une pièce pétée que vous avez... Non. Regardez, quand on a déménagé, regardez la tête, là. Quand on a déménagé, elle est là d'ailleurs, parce que, bon... maintenant, elle est protégée. Elle est à moi d'ailleurs. Je fais des incursions quand même. Et alors, quand on a déménagé, Jacques l'a fait tomber. Et a cassé, vous voyez, les cheveux derrière, là, le week-end. Ah, miséricorde! Alors, j'ai recherché, ça c'est l'avantage des artistes. J'ai recherché l'artiste, qui est à Tours, qui me l'a réparé. Donc on a eu aussi comme ça, dès qu'on a, ben là vous voyez là-haut au plafond, bon c'est pareil, l'artiste a disparu, bon donc on a retrouvé quelqu'un qui peut c'est une œuvre de lumière, de lumière, oui. Là je ne vais pas vous l'allumer parce qu'il fait jour, donc ça n'a pas d'intérêt, mais c'est une œuvre, le projecteur qui est là sur ce plafond, c'est magnifique le soir. Oui. C'est d'une grande simplicité, hein, peut pas être plus simple, des barres noires et de la lumière, mais ça doit être extrêmement bien réglé. Oui, ben ça vous comprenez, ça vous savez. Voilà. Et donc, non, on protège vraiment non. Mais c'est pour ça qu'on a choisi. Quand on a eu des œuvres abîmées, on a essayé de les faire restaurer. Ben, on en a pas eu beaucoup. Mais on en a pas eu beaucoup. Parce que chez Cornu, on est tranquille et avant c'était stocké dans une pièce chez nous. Ouais. Bon, juste les problèmes éventuellement de conservation. Alors c'est un autre problème. C'est les dessins. C'est pas les problèmes de conservation au sens strict. C'est quand on prête. Ah ouais. Hein, vous voyez ce que je vais dire? C'est-à-dire qu'entre le moment où c'est sorti de chez nous et le moment où c'est amené. Hein, dans le sud, par exemple à Marseille, il peut se passer une journée pour un peu qu'il ne livre pas et que ça reste dans le camion chaud-froid. Et là, maintenant, on est devenu très vigilants. Des échanges de température. Il y a deuxièmement tous les retours. C'est plutôt sur les prêts que je suis, sur les retours. Alors quelquefois, à l'aller, c'est emballé ou par nous ici, ou c'est emballé déjà, c'est correct. Les retours, alors là, on mélange les emballages. Alors voilà, on devait prendre à Saint-Brieuc une œuvre, c'était pas la bonne parce que les emballages. Alors j'exige maintenant dans les fiches de prêt que ce soit emballé avec mon emballage, ma fiche de mais stock. Je suis tellement d'accord. Oui. Moi, j'ai un bon papier bulle qui est bien. Oui, et puis vous je me suis acheté un rouleau et puis on me file un papier bulle de merde là, le bleu là de oui, mais vous savez le bleu qui enveloppe les bateaux là. Attendez, à l'arrivée les institutions, quand on prête les institutions, parce qu'on prête aux institutions quand même aussi. Quand on prête, elles sont regarde s'il y a un truc, un machin. Alors elles sont très précautionneuses, mais alors au retour, s'en foutent.
Enfin, je sais pas si elles s'en foutent. C'est un stagiaire. Il y en a même un jour, pas chez nous, mais d'un ami, qui colle sur un morlaix le scotch sur la peinture. Donc, moi, je suis devenue presque, ça me ferait arrêter de prêter aux affaires. Parce que je sais qu'ils vont pas faire attention au retour. Et que nous, Cornu contrôle quand ça revient, mais bon, sur une quantité, d'ailleurs, je pense qu'un jour, on va s'apercevoir qu'il y en a une qui est partie, ailleurs, hein, chez un autre collectionneur, parce qu'ils ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas sympa. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive, hein? Ouais, tout à fait. Oui, mais nous, c'est 50 par an. Alors, à la fin, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup dans la gestion. Oui, sur 1%, ou 2%. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, ben moi j'avais une question parce que on sent bien quand même que vous avez construit votre rôle en tant que collectionneur avec Art Collector, etc. Dans la volonté de structurer cette envie d'être partie prenante, accompagnant, mentorat, etc. avec les artistes. Est-ce que des fois il y a des envies qui vous feraient dire finalement mentorer aussi d'autres collectionneurs, les sensibiliser à cette thématique-là d'accompagnement, d'être plus proche, à se structurer aussi pour se rapprocher des artistes et rentrer en écho avec les réalités de ces métiers-là. Mais auprès des collectionneurs, pour le coup, dans votre réseau d'influence, est-ce que c'est quelque chose aussi on l'a fait, on a un groupe de collectionneurs que tu as déjà vu, qui sont architectes tous les deux, Laura et Camille, qui sont en train petit à petit de devenir de jeunes collectionneurs. Ils nous ont suivis, c'est-à-dire qu'ils ont apprécié que ce soit les choix d'Evelyne ou les miens, et dans pratiquement toutes les expositions Art Collector, ils ont au moins acheté une pièce. Et donc ils ont petit à petit constitué une collection. Alors oui, ils sont mais ils ont quand même une cinquantaine de pièces. Et puis on l'a fait avec en emmenant des associations comme IAC, où en fait on a pu accompagner dans des foires des jeunes collectionneurs, mais en fait ça c'est pas quelque chose vers lequel on est. Parce que c'est tellement personnel. Enfin, vous voyez, moi, ma collection, même mes enfants, mes enfants, je vais pas donner ma collection à mes enfants parce qu'ils regardent, bon, c'est très bien, mais c'est très personnel. Regardez, je suis même pas influencée par la collection de mon mari. Donc, c'est tellement intime que, éventuellement, on peut donner des informations sur les galeries. Mais c'est vrai que ça, autant l'accompagnement des artistes, ou le mentorat des artistes, parce que je vois qu'il y a un espace où justement ils sont pas assez au clair. Sur les collectionneurs, je suis moins tentée. Ça s'est pas fait de façon intentionnelle, ça c'est presque. Alors je pensais pas à de l'influence sur les choix, la construction des choix de collection, mais sur plus la sensibilisation à l'acte de collection, l'acquisition, etc. C'est un rapport personnel. C'est déjà une façon d'apporter un soutien, mais on fait quand même un peu de prosélytisme. Voilà, est-ce que penser ce rôle-là dans un système plus large, c'est pas si simple. On l'a pas. Parce que vous savez, quand il y a eu des problèmes avec une galerie qui n'avait pas payé des artistes, et donc je suis allée voir qui s'est mis en faillite, et donc je suis allée voir carrément au tribunal du commerce. Enfin bref, j'ai fait. C'est arrivé quand ça? Donc ça c'est arrivé. Bon, ça arrive. Hein. Je te vois qu'à sauter. Et donc les collectionneurs. Donc j'ai récupéré des collectionneurs de ces mêmes artistes qui se retrouvaient avec une dette qui pour certains artistes était très importante. Et on m'a dit, on m'a fait comprendre, et des amis, avec qui j'étais non seulement en relation en tant que collectionneur, mais amicale, et même certains. Bon, enfin bref, avaient été dans nos jurys. Écoute, c'est pas mon affaire. C'est-à-dire, il y a encore aussi, je pense, nous on est plutôt comme les jeunes collectionneurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à une galerie, spécialement. Moi je vais là où sont les artistes. Étant entendu qu'on n'achète qu'à la galerie, une question d'éthique, mais je ne suis pas attachée, je ne vais pas chez dans telle galerie pour acheter ce que choisit la galerie, alors que donc ce que font les jeunes collectionneurs, alors que notre génération à nous a une pratique aussi de l'achat qui est souvent liée
au choix de galeries, par rapport auxquelles ils ne peuvent pas ou ne veulent pas se mettre en porte-à-faux. Oui, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas, hein, parce que moi, d'ailleurs, ce que je dis, les galeries le savent, hein, que des fois, bon... Hein. Bon, on va pas finir sur les galeries. Hein. On va pas finir sur les galeries. Finis par dire un mot de ta super sculpture extérieure, là. Tu ne vas pas parler beaucoup de sculpture. Oui, parce qu'alors, il y a quand même... De temps en temps... C'est Jacques qui achète. Par exemple, j'ai une défenestration de Laurence de Maison, trois pas qui aboutissent à... C'est quatre photos. Et donc, je visais cette photo, puis je me disais quand même, parce qu'en fait, même si on a un accord avec Cornu sur le fait qu'on fait tourner 3 à 4 fois la collection, c'est pas si simple. C'est un peu, moi, c'est ma caverne, hein, c'est mon habitus. Donc, j'attends d'ailleurs, je vais presque regarder à la place de celles qui sont parties, j'attends qu'elles reviennent. Et donc, cette photo de Laurence de Maison, sur la défenestration, je me disais, là, j'ai quand même pas l'imposer à mon mari. Donc, il me l'a acheté. Et un jour, donc, il y a de temps en temps des... Et là, le Thomas Leroy, avec cette très grosse tête qui, moi, me préfigurait déjà, vous savez, la tête est très lourde, mais tout est à l'extérieur. Hein, c'est la petite poussette de Michel Serres. Et du coup, c'est pareil, je l'avais, et alors, d'ailleurs, non, mais même, j'avais décidé de l'acheter. Mon problème, c'était, où la mettrais-je? Parce que là, bon, ou alors dans le Lot, là, on a une maison dans le Lot, dans le champ, parmi les vaches et les moutons. Si, là, j'aurais pu parce que je pouvais transporter le socle en béton. Là, quand on m'a dit, on va livrer la tête en bronze, plus le socle en béton, j'ai dit, mais attendez, je peux pas mettre ça sur la terrasse, ça va jamais passer. Et donc, Jacques m'a réglé le problème. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aurais renoncé peut-être, parce qu'il fallait faire avec l'architecte, un IP, je sais pas quoi, voilà, bref, pour pouvoir le poser là. Et donc, voilà, ça, tu ne m'as pas laissé tomber sur parce que tu aurais pu dire quand même, parce que je suis pas sûre qu'il l'aime beaucoup, hein. Moi, je l'aime pas trop, hein. Mais bon, elle est là, elle est bien, elle est dans l'espace, là, ça va. Elle est belle. Elle est très belle. C'est une belle sculpture. Elle est très figurative de quelque chose. On peut y mettre ce qu'on veut, hein. Moi, j'y mets la grosse tête. La petite poussette, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est là où, quand même, malgré tout, on s'épaule dans le soutien respectif à notre collection personnelle et dans le respect des choix, hein, qui est une règle pour que moi, si je veux faire ce que je veux, monsieur doit pouvoir faire ce qu'il veut. Eh bien, Evelyne, Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir, hein. J'espère que vous n'avez pas été... Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les actualités et informations du prix Art Collector sur leur site art-collector.com ainsi que sur leur compte Instagram. Un grand merci également à Cyril qui nous a accompagnés au son et à la vidéo pour cet épisode hors les murs. On vous retrouve sur notre compte Instagram sentitre.cast pour toutes les informations et futures publications. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.